Salut les potes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir ensemble Black Dragon Guilds. C'est un Kickstarter qui est déjà en cours. Au moment où cette vidéo sortira, il vous restera que quelques jours pour participer, puisqu'il restera à peine 4 ou 5 jours. On est en fin de campagne, donc voilà, ne tardez pas si ça peut vous plaire. C'est un jeu qui est édité chez Little Rocket Games, des amis italiens éditeurs qui ont sorti un certain nombre de jeux et ont localisé un certain nombre de jeux. On est sur un jeu qui mêle pas mal de mécaniques, de draft, de placement d'ouvriers, de composition d'équipe pour marquer un maximum de points de victoire. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, 12 ans et plus pour 45 à 60 minutes. Puisque la campagne est déjà lancée, on peut voir déjà les différents pledges, ils sont pas chers du tout. Vous avez un print and play pour 9 €, vous avez une édition de base à 39 €, TVA incluse, et une édition appelée Deluxe, qui est plutôt un all-in gameplay qui est à 59 € qui vous rajoute 3 mini extensions, et puis le 5e joueur pour jouer de 2 à 5 joueurs. Tout ça c'est TVA incluse, il faut rajouter les frais de port, 16 € de frais de port, attention, pas de plan manager. Enfin, il n'y a pas de VF, je suis désolé, mais c'est un jeu qui est complètement indépendant de la langue, mis à part les règles qui sont relativement simples. Après se joue tout cela sans langue, donc c'est pas très compliqué. Faites-vous traduire les règles si ça vous intéresse. On va découvrir tout de suite ensemble donc Black Dragon Guilds. Nous allons nous battre les uns et les autres pour devenir le nouveau maître de la guilde du dragon. Pour ça, il va falloir le mériter. On a ici un plateau central où tout va se jouer, où une grande partie des choses vont se jouer, avec en haut ici les différents lieux que nous allons pouvoir visiter. Chaque lieu va rapporter des bonus, on le verra. Tout autour de la piste, du plateau, on a la piste de réputation, les points de victoire, donc il faut avoir le maximum de points de victoire en fin de partie. Ici, à 2 endroits, on met des petits tokens de magie et de recrutement. Donc le nombre qu'on en place, c'est en fonction du nombre de joueurs moins 1. Donc là, j'en ai mis 2. Vous comprendrez que j'ai fait une mise en place pour 3 joueurs. Ici, on a des hauts faits, des exploits à réaliser. Lorsqu'on va les réaliser, les premiers joueurs à les réaliser, et puis les suivants, on va marquer des points de réputation, des points de victoire. Ici, on a une zone de campagne. Celle-là, on va passer des cartes de quête, puisqu'on va remplir des quêtes pour marquer ces points de victoire. Et ici, on a l'ordre du tour qui est déterminé aléatoirement en début de partie, et qui ensuite pourra être changé en allant rendre visite au château fort. Du côté des joueurs, on a un plateau joueur ici, donc on a 4, voilà, un par joueur. De base, ils sont tous identiques. On retrouve ici une zone de quête, une zone de compagnon qu'on mettra aussi à droite. On a une piste de réputation. On commence de façon neutre et on va pouvoir soit baisser et devenir maléfique, soit devenir bon, presque un saint avec une auréole. On marquera des points de victoire plus ou moins. Ici, les pistes du bas sont des pistes d'amélioration. À chaque tour de jeu, on va pouvoir s'améliorer, gagner des bonus ou recruter des alliés permanents. Alors, malgré tout, même si les plateaux sont identiques, il y aura un côté asymétrique avec 2 éléments qui sont déterminés au hasard. D'abord, la classe de votre joueur. Vous piochez un petit token. Il y en a de différents types. Ça peut être des classes de combat, de soutien ou de défenseur. Il y a 3 types différents. Donc ça, c'est vraiment au hasard. Et puis ici, vous avez une capacité que vous piochez au hasard parmi plusieurs. Donc là, dans le prototype, il y en a 4, mais dans la version finale, il y en aura plus, qui va vous octroyer des points de victoire supplémentaires dans différentes quêtes. Le jeu se déroule en 4 saisons, toutes identiques, divisées en 5 manches, en 4 saisons, avec 5 manches dedans. Un début de saison, un recrutement, une exploration, une phase de quête et une phase de fin de saison. Et on fait ça donc 4 fois pour chaque saison. Alors, la première phase, le début de saison, on va venir placer ici des cartes de quête. Alors les cartes de quête, elles sont ici. Il y en a beaucoup, toutes différentes. Comment est-ce qu'on lit une carte de quête? On va la lire avec différentes choses. En bas, les 3 symboles en bas, ce sont les gains, les récompenses lorsque la quête sera accomplie. Au milieu, on y reviendra, ce sont des récompenses supplémentaires si on arrive à accomplir la quête en accomplissant ces objectifs secondaires. Et puis en haut, la partie haute, c'est vraiment comment remplir cette quête. En haut à droite, vous avez toujours le nombre d'aventuriers que vous devrez engager sur cette quête. Et à gauche, c'est le type de quête que vous allez remplir qui vous rapportera aussi des points de victoire. Donc la première phase, la phase de début de saison, on va placer ici des cartes de quête. On en place
4 à 2 joueurs, 6 à 3 joueurs, donc là je vais m'arrêter parce que je simule 3 joueurs, ou 8 à 4 joueurs. Première phase. Ensuite, c'est la phase de recrutement. Vous allez avoir ici une grande pile avec plein de héros, tous différents. Tous différents. Alors, comment se présente une carte de héros? En haut à gauche, vous avez son coût lors du recrutement. Ici, vous avez un petit peu sa classe, que vous retrouvez ici comme les héros, hein, le soutien, la défense ou l'attaque. Sa famille, est-ce que c'est un orc, est-ce que c'est un humain, est-ce que c'est un nain, est-ce que c'est un elfe, etc. Et puis ici, un petit peu les quêtes dans lesquelles il va être meilleur et en lesquelles il va rapporter des points de victoire supplémentaires. Donc tout ça, on les mélange. Et puis, on en pioche chacun. Chaque joueur en reçoit 5 cartes d'aventurier. Il les regarde, il en choisit une, et il passe les 4 cartes à son voisin. Il récupère les cartes de son voisin. Donc là, mon voisin m'aurait passé, lui, 4 cartes. Je regarde mes cartes, j'en prends une, je passe les cartes à mon voisin. Vous aurez compris, on va se retrouver dans une phase de draft, où à la fin, on va se retrouver avec 4 cartes d'aventurier, et la 5e carte va être défaussée. Donc, à la fin de cette phase de recrutement, on se retrouve donc avec 4 cartes d'aventurier récupérées avec du draft. Enfin, on va passer à la 3e phase, la phase d'exploration, avec nos jetons d'action. Nous avons 3 jetons d'action en début de partie. Nous allons pouvoir en récupérer jusqu'à 5 au total. Donc, dans l'ordre du tour, on va placer chacun un jeton d'exploration successivement. Donc, on peut les placer soit sur les différents lieux, soit sur les cartes de quête. Alors, maintenant, il y a quelques règles. Sur les cartes de quête, on peut en placer, chaque joueur peut placer autant de jetons qu'il veut sur une même carte, ou sur plusieurs cartes, et il n'y a pas de limite dans le nombre de jetons pour les joueurs. Sur les lieux, chaque joueur doit placer un jeton de sa couleur, un seul jeton par lieu, jamais 2 jetons dans le même lieu. Et enfin, chaque lieu est limité en nombre de jetons, nombre de joueurs moins 1, comme toujours. Donc à 3 joueurs, chaque lieu ne pourra recueillir que 2 jetons joueurs. Donc, si on simule complètement au hasard, ici, un jeton, je peux me placer ici, bah tiens, je vais prendre cette quête-là, le joueur, j'en ai oublié de jouer, moi, je veux à tout prix cette quête-là, le joueur, il va se mettre là, le bleu ici, hop là, tac, et tac. J'ai fait purement au hasard, mais vous avez compris, donc que successivement, alternativement, dans l'ordre du tour, on place un jeton d'action, donc dans les lieux, ou sur les phases, sur les quêtes. Une fois que c'est fait, eh ben on va résoudre ce placement. On les résout dans l'ordre des lieux, en fait, tout simplement, puis des quêtes. Alors, comme ça, on va regarder un petit peu les différents lieux. Le lieu du château, lorsqu'on place un jeton d'action, on gagne un point de réputation, donc on peut se le mettre ici sur la piste, immédiatement. Et puis aussi, on vient en fait, voilà, se placer ici, ce qui veut dire que le joueur devient premier joueur au tour suivant. L'ordre du tour de jeu a une importance parce que c'est ce qui va permettre de casser les égalités. Donc s'il y avait un autre joueur qui était venu placer ici, il aurait gagné aussi un point de réputation et il aurait été deuxième. Alors là, le jaune, ça n'aurait pas été intéressant, mais le vert, par exemple, il serait venu ici et hop, il serait passé devant le joueur jaune. Il a gagné un point de réputation. Donc ça, c'est le château. Ici, le marché noir. Ici, on perd, lorsqu'on vient ici, on perd un point de réputation. Et en revanche, on gagne 3 pièces de monnaie. Il faut aller dans son trésor. On commence la partie avec 6 pièces de monnaie. Attention, lorsqu'on est ici une réputation de neutre, donc ici au centre, on perd un point de réputation supplémentaire. Quand on est neutre et qu'on va au marché noir, c'est pas bien. Ici, dans la tour du mage, quand on vient s'y placer, on doit payer 2 pièces de monnaie et on gagne un jeton de magie. Donc ce jeton de magie, vous verrez, vous le conservez pour la saison et ça vous apportera des points de victoire supplémentaires si vous allez résoudre des quêtes qui vous demandent ce jeton de magie. Ici, dans ce lieu, vous allez à la banque, vous gagnez 2 pièces de monnaie et le joueur qui est le plus en retard, donc qui a le moins de réputation, gagne lui aussi un jeton de monnaie. Donc vous faites gagner des monnaies aux autres joueurs, au joueur qui a le moins de réputation. Attention, si vous êtes maléfique, donc une très mauvaise réputation, vous gagnez un jeton de monnaie supplémentaire, les banquiers ont peur de vous et vous donnent plus d'argent. Continuons, ici à l'archerie, contre 2 pièces de monnaie, vous gagnez 2 points de réputation.
Et en plus de ça, vous piochez une carte d'aventurier supplémentaire que vous mettez dans votre main. Ici, à la caserne, vous payez un jeton de monnaie et vous récoltez un jeton de recrutement qui, pareil, vous donnera des points de victoire supplémentaires dans des quêtes résolues lors de cette saison. Ici, c'est le QG, c'est pas une église, c'est le QG d'une autre guilde. Vous perdez un point de réputation parce que vous allez fricoter un petit peu avec l'adversaire. Mais vous pouvez piocher 3 cartes de quête et vous en gardez une. Attention, si vous êtes un homme à une bonne réputation, vous ne pouvez pas aller dans ce lieu-là. Enfin, ici dans la mine, en dépensant une pièce de monnaie, vous gagnez une réputation et un point de victoire. Attention, un joueur maléfique ne peut pas se rendre à la mine. Donc ça, ce sont toutes les actions qui sont en haut du plateau. Ici, pour les quêtes, tout simplement, le joueur qui est majoritaire sur une quête la récupère et la met dans sa main. S'il y a 2 joueurs, comme ici, par exemple, si on était dans ce cas de figure-là, donc là, le joueur vert lui récupérait sa carte de quête. En revanche, ici, qu'est-ce qui se passe? Le joueur bleu est majoritaire, donc il récupère la carte de quête. Et le joueur jaune, qui n'est pas majoritaire, pioche une carte de quête, la première carte, et la garde en main. Donc il n'a pas rien, mais il ne sait pas ce qu'il va récupérer. Une fois que toutes ces actions ont été réalisées, qu'on a résolu les actions des différents lieux, on passe à une phase de quête qu'on va pouvoir jouer simultanément. À ce moment-là, chaque joueur va choisir déjà dans sa main une carte de quête qu'il va vouloir résoudre, qui place ici à gauche de son personnage, et il va engager des aventuriers pour résoudre cette quête. Donc pour ça, tout simplement, il vient placer ici des aventuriers de sa main à côté de son plateau. Attention, dès qu'il place un aventurier, il faut payer le coût. Donc ici, je dois payer une pièce d'argent, plus 2, donc 3 pièces d'argent, plus 3, 6 pièces d'argent. Donc si vous n'avez pas assez d'argent, vous ne pouvez pas engager vos aventuriers. Une fois que tous les joueurs ont fait ça, on vient regarder un petit peu la quête, si elle est résolue, et surtout les points de victoire que vous allez marquer. Donc déjà, pour qu'une quête soit résolue, c'est vraiment le symbole qui est ici en haut à droite, c'est le nombre d'aventuriers que vous devez avoir engagés dans cette quête, sachant que votre aventurier compte, bien évidemment. Donc là, j'ai un aventurier, 2, 3, 4. Donc c'était une quête avec 3 aventuriers, donc j'ai joué un aventurier de trop que je reprends en main, par exemple. Donc la quête est résolue. Donc déjà, vous avez marqué les points de victoire, plutôt les récompenses qui sont en bas de vos cartes quête. Donc là, c'est vous perdez 1 point de réputation, mais vous gagnez 4 pièces de monnaie, et vous gagnez 3 points de victoire. Donc si j'étais à 1, je passe à 4. Admettons. Ensuite, on va regarder les autres effets. C'est une quête ici, avec un symbole ici d'assassinat. On va vous regarder si vos personnages, vos différents héros, ont ce symbole. Donc là, mon héros principal ne l'a pas. Ici, mon aventurier Gnashnak ne l'a pas. Et ici, en revanche, Ortin, là, on a ici le même symbole. Donc ce qui veut dire que je marque 2 points de victoire supplémentaires grâce à Ortin. Les aventuriers que j'ai engagés qui ne m'ont pas rapporté de points de victoire parce qu'ils n'avaient pas le même symbole me rapportent automatiquement, eux, 1 point de victoire. Ensuite, on va regarder ici ce qu'il y a au milieu. Ici, on vous dit que vous marquez, il y a le symbole de la magie. Donc si j'ai récupéré le jeton magie, ce qui est le cas, je marque 3 points de victoire supplémentaires. Voilà. Si je ne l'avais pas récupéré parce que je n'étais pas allé voir celui-là, je n'aurais pas marqué ces points de victoire. Il y a exactement pareil avec le jeton de recrutement. Tenez, voilà, celle-ci, il faut avoir le jeton de recrutement. Et dans ce cas-là, vous marquez 2 points de victoire supplémentaires. Enfin, vous regardez ici, ce qu'ils vous disent ici, c'est que est-ce que vous avez les 3 types de classes dans votre équipe? Ce qui n'est pas le cas, là, j'ai uniquement des attaquants. Donc si j'avais pris, on va dire, ce recrutement-là, donc un attaquant, un soutien, un défenseur, avec les symboles qui étaient là, j'aurais marqué 2 points de victoire supplémentaires. Et enfin, la dernière chose à regarder, il y a beaucoup de choses, c'est regarder la classe, la famille de vos aventuriers. Si vous avez 2 aventuriers de la même famille, ce qui est mon cas ici, donc 2 orques, vous marquez 2 points de victoire. Si vous en avez 3, par exemple, vous marquez 1 point de victoire supplémentaire, donc 2, 3 points de victoire. Si vous avez 4 de la même famille, 4 points de victoire. Donc, avoir des aventuriers de même famille vous rapporte des points de victoire supplémentaires. Donc, beaucoup de façons de marquer des points de victoire, pas uniquement avec ce qui est marqué en bas avec la quête, mais avec la composition de votre équipe.
la composition par rapport à la quête, par rapport aux familles et par rapport à leur capacité. Une fois que c'est fait, bah, si vous avez une autre carte de quête en main, alors vous enlevez déjà tous vos aventuriers, vous les mettez de côté, vous les conservez à côté de vous, mais ils ont servi pour une quête. Si vous restez une autre carte en quête en main, on va dire, et ben vous pouvez la jouer. Et pareil, vous pouvez jouer ici des héros que vous auriez eu en main, et pareil, marquer les points de victoire. Attention, une fois que tout le monde a joué, on s'arrête. Si vous reste des cartes en main parce que vous ne pouvez plus les jouer, vous n'avez pas réussi des quêtes, vous perdez 1 point de réputation par carte en main que vous avez. Donc ici, s'il me reste 3 cartes en main, je perds 3 points de réputation. Une fois que c'est terminé, on va passer à la phase de fin de saison. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Tout d'abord, déjà, vous pouvez recruter de façon permanente un aventurier que vous avez engagé sur une quête lors de ce tour-ci. Vous prenez l'aventurier et vous le placez ici, donc la première saison, sur son emplacement. À la deuxième saison, ça sera ici. Et à la troisième saison, ça sera ici. C'est-à-dire que cet aventurier, vous l'avez là en permanent, où il sera activable. Ça veut dire que, en fait, lorsque vous allez placer ici votre quête et placer vos personnages, vous pouvez engager aussi dans l'aventure un de vos alliés. Pour ça, vous marquez que vous l'engagez en mettant un petit token d'allié. Il faut lui payer, parce que c'est un allié, un compagnon, mais il faut le payer, bien évidemment. Et il rentre dans les calculs de points de victoire. À la fin de la quête, quand on défausse nos compagnons, le compagnon là est de nouveau accessible, lui il reste avec vous, il reste dans votre équipe, et vous pouvez l'engager sur une deuxième quête que vous tenteriez de résoudre en repayant son coût. Hein. Tac, tac, tac. Enfin, en fin de saison aussi, lors de la première saison, on va pouvoir gagner ici des bonus à choisir ici dans la première saison, dans les 2 premiers cubes, si je peux dire, en placement. Donc soit gagner 3 pièces, soit un token d'activation supplémentaire. Là. Ce qui pourra vous amener à avoir 4 tokens lors du deuxième tour. Lors de la fin de la deuxième saison, vous pouvez choisir soit 3 pièces d'argent, soit 2 points de réputation, soit récupérer à la place le gain de la première saison que vous n'auriez pas prise. Et à la fin de la troisième saison, vous gagnez 2 points de victoire, ou un token d'activation supplémentaire pour vous amener à 5 tokens, ou par hasard des éléments que vous n'aurez pas récupérés de la première ou deuxième saison. À la fin de la quatrième saison, c'est la fin de partie, donc il n'y a pas de gain supplémentaire. Si par hasard vous ne recrutez pas d'alliés, vous ne gardez pas d'aventurier comme compagnon allié pour la suite de l'aventure, et bien à la place, vous gagnez ce qui est indiqué à la place, donc là 2 pièces de monnaie, 3 points de victoire, ou 2 pièces de monnaie, donc la première, deuxième, troisième saison. Une petite limite à savoir, c'est que ici, le total des points de victoire, de réputation liés à vos alliés, quand vous aurez vos 3 alliés engagés, ne peut pas être supérieur à 8. Donc vous ne pouvez pas prendre 3 fois l'Asgard qui rapporte 3 points de réputation, ça vous ferait 9. Il y a une limite à ça pour pouvoir avoir des héros qui rapportent beaucoup de points de victoire avec soi. Ensuite, on défausse toutes les cartes de quête qui n'ont pas été choisies. On récupère bien sûr tous les tokens d'activation. On replace ici les tokens de magie, magie et de recrutement. Et on passe sur un nouveau tour. Voilà, deuxième saison, troisième saison, quatrième saison. Donc je vous rappelle, début de saison, on va placer des cartes de quête sur le nombre de joueurs. Ensuite, recrutement, on fait une phase de draft avec nos cartes d'aventurier. 5 cartes d'aventurier, on en garde 4 grâce à un draft entre joueurs et on défausse la 5e. Une phase d'exploration où on place nos petits tokens, de petits jetons d'action sur les cartes de quête ou de lieux. Ensuite, on résout ces lieux avec des points de réputation, des points de victoire, de l'argent, etc., etc. On récupère les cartes de quête où on est majoritaire. Si on n'est pas majoritaire sur une quête, on pioche une quête à la place pour toujours avoir des quêtes à résoudre. Quatrième phase, la quête. Donc justement, on pose nos quêtes, on les résout en jouant nos aventuriers, en payant le coup, et on gagne plein de points de victoire avec cette petite casse-tête de points de victoire selon les quêtes, les bonus, etc., etc. Et ensuite, une fin de saison où on s'améliore avec des gains, des aventuriers qu'on s'engage, et on nettoie le plateau pour un nouveau tour de jeu. En n'oubliant pas qu'on perd un point de réputation par carte en main qui nous reste à la fin d'une saison. Quand on a joué les 4 saisons, on passe au décompte des points de victoire. Les points de victoire, donc vous avez une certaine base parce que vous aurez avancé ici sur le plateau. Ensuite, les points de victoire supplémentaires sont un point de victoire supplémentaire toutes les 3 pièces.
Et puis ici, on gagne des points de victoire supplémentaires avec la réputation, en fonction où notre petit token se trouve, donc ce qui en est magnifique ou bénéfique. Alors déjà, si on est neutre, eh ben, on ne gagne pas de... Donc dans la partie grise ici, hein, on a 0 points de victoire supplémentaire. Si on est ici neutre, mais un peu mauvais, donc les 3 cases qui sont là, on gagne 2 points de victoire. Si par exemple on est démoniaque, ici, on gagne 4 points de victoire. Donc on gagne quand même des points de victoire à gauche. Mais on va en gagner plus si on est devenu bon. Donc si on est plutôt neutre, mais plutôt bon sur la voie de la sagesse, on gagne 4 points de victoire. Et si on est ici, vraiment quelqu'un de très bon, un saint, et ben on gagne 8 points de victoire. La dernière chose, au cours de la partie, vous avez ici ces cartes de haut fait ou d'exploit. Dès qu'un joueur remplit les conditions indiquées, donc ici par exemple avoir 8 points de, des quêtes avec supérieur à 13 points de victoire, ici d'avoir résolu 3 types de quêtes différentes, ici d'être démoniaque, et bien le premier joueur, il se place à chaque fois ici dans le hop là, en haut, et il gagne les points de victoire qui sont associés. Le deuxième joueur à y arriver marquera des points de victoire, mais un peu moins. Donc à chaque fois, voilà, c'est tout ce qui peut se passer. Donc dès que vous arrivez sur... dès que vous remplissez les conditions de ces hauts faits, vous marquez les points de victoire qui sont associés. Alors, l'ordre du tour est important parce qu'à de nombreuses reprises, vous allez être à égalité. Par exemple, sur une carte de quête, vous pouvez très bien vous retrouver ici avec avec un nombre de jetons égaux. Dans ce cas-là, comment est-ce qu'on casse l'égalité? C'est par rapport à l'ordre du tour. Donc ici, ce serait le joueur bleu qui remporterait la carte de quête. Pareil, ici, si 2 joueurs remplissent en même temps le haut fait, puisque la phase de quête se résout en même temps, c'est l'ordre du tour qui va venir casser l'égalité. Et donc cet ordre du tour, il a quand même une importance, certes dans les placements, puisque les lieux sont limités, mais aussi pour casser les égalités et donc avoir un avantage certain en point de victoire ou en choix de carte de quête. Donc le joueur qui ensuite a le plus de points de victoire devient le maître de la guilde des dragons. Et bien voilà, vous avez découvert avec moi Black Dragons Guilds, donc un jeu qui est actuellement en campagne Kickstarter, il reste à peine quelques jours, donc précipitez-vous si ça vous intéresse, surtout qu'il n'y a pas de pledge manager. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce jeu? Tout d'abord, on va s'arrêter sur la DA, sur le design artistique qui, je trouve, juste génial. Il y a un petit côté BD avec un nombre d'aventuriers très important, tous différents. Et il y a ce côté un peu BD, l'Enfeust, la forêt d'Opale, si vous connaissez, que moi j'aime beaucoup. Donc c'est vraiment, alors moi voilà, la DA est, en tout cas des aventuriers, est très très sympa. En revanche, ce qu'on peut regretter, c'est les cartes de quête qui, elles, sont très lisibles. Donc en termes d'iconographie, de compréhension dans le jeu, c'est parfait, mais qui en revanche ne sont pas du tout immersives. Il n'y a pas de dessin, il n'y a pas de nom de carte de quête. Ça aurait pu être un petit plus, je pinaille. Le jeu en lui-même est très simple d'accès, les règles sont très simples, les saisons s'expliquent facilement, se déroulent facilement. En revanche, la résolution de votre quête peut être un véritable casse-tête, un casse-neurone. Soit on apprécie pas, mais ça, parce qu'on peut gagner des points de victoire sur une petite carte de quête de plein de façons différentes, avec les familles qu'on va respecter, avec les objectifs bonus au centre de la carte en fonction des types de héros, des lieux que j'ai visités, etc., etc. Donc on peut scorer de façon complètement différente, ce qui amène à se casser la tête pour essayer de constituer la meilleure équipe possible qui rentre dans nos finances, parce qu'il faudra toujours les payer. Ça ne sert à rien d'avoir une super équipe si je n'ai pas les finances qui ne me permettent pas de payer les engagés. Avoir voilà, un petit casse-tête chauffe-neurone, casse-neurone, il sera difficile de réaliser l'équipe parfaite qui fonctionne sur tous les plans en même temps. Je vous dis tout de suite, c'est très compliqué. Ce qui peut amener des petites phases de réflexion importantes lors de la phase d'exploration pour pouvoir optimiser, recruter les bons personnages par rapport au recrutement qu'on a fait, les bonnes actions pour réussir à le coup parfait et marquer le maximum de points de victoire. On se retrouve qu'à un jeu qui est relativement équilibré parce que c'est vrai que c'est difficile d'avoir l'équipe parfaite. On va marquer des points de victoire dans un domaine mais pas dans d'autres, et les autres vont faire l'inverse. Donc on va se retrouver toujours un petit peu ensemble, ce qui fait que les cartes de haut fait sont importantes pour venir doubler un joueur avant la fin de partie. C'est un jeu qui mêle deux mécaniques que j'aime beaucoup, le draft, rapide, pas compliqué, mais qui permet de découvrir cette mécanique de jeu. Le placement d'ouvriers, pareil, facile. En fait, Black Dragon Guilds a cet avantage, c'est que ce sont des mécaniques
connues, mécaniques qui peuvent se jouer dans des jeux experts, mais qui sont là, sont simplifiées parce qu'elles sont jouées à petite dose, à très petite dose, mais qui permet une découverte de ces mécaniques vers d'autres jeux un peu plus experts. D'ailleurs, le temps de partie est relativement court parce que la partie est limitée. Après, elle peut être plus ou moins longue si vous êtes complètement paralysé en essayant de faire le meilleur coup possible, la meilleure équipe possible, mais sinon en 45 minutes, 60 minutes, c'est fait. Et puis le dernier gros avantage de ce jeu, c'est le prix. Le prix, en tout cas, dans cette période de Kickstarter où on est habitué à des prix relativement élevés. Là, avoir un pledge à 39 €, TVA comprise, auquel on rajoute les 16 € de frais de port, donc vous me direz, ça fait un jeu à 55 €. C'est pas donné, mais dans cette période de Kickstarter, on est plutôt dans la partie basse de ce jeu, sachant qu'il y a un prix à 9 € si vous préférez, livré en novembre, là, tout prochainement. Sinon, le jeu est attendu plutôt en 2023. La partie de luxe, plutôt gameplay all-in avec des mini-extensions et puis 5e joueur, est un peu plus cher, mais ça reste relativement correct, en tout cas sur le play de jeu base, qui peut donner un petit jeu sympathique, sachant que je ne sais absolument pas s'il se retrouvera en boutique en français, je n'ai pas d'infos là-dessus, de la part de Little Rocket Games, d'une VF et d'une distribution boutique. Voilà ce qu'on peut dire sur Black Dragon Guild, qui pour moi vraiment est une très heureuse découverte en toute fin de campagne, en toute fin de bon, mais vous avez encore le temps de franchir la ligne d'arrivée si ça vous intéresse. N'hésitez pas si vous avez des questions, mais les règles sont vraiment super simples, vous avez dû tout comprendre, mais n'hésitez pas. N'hésitez pas si vous permet de mieux comprendre pour vous lancer ou non dans ce jeu édité chez Little Rocket Games qui se termine tout bientôt. Et ben j'espère que ça vous a plu, et ben nous on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Ciao les people!